je pense qu'il est temps de lancer le dernier panel de la journée. Un panel dans lequel on va parler beaucoup financement. Et donc j'invite le modérateur Valentin Tchakounté, ainsi que les honorables conférenciers, de nous rejoindre dans le panel, s'il vous plaît. Est-ce que le modérateur est dans la salle? Ah, j'ai besoin d'aide alors. Oui. On va mettre la seule dame du panel au milieu, comme ça, honneur aux dames. Test. Et donc Valentin, dès que tu es prêt, la salle elle est toute pendue à tes lèvres. On entame donc la dernière session de cet après-midi, la première journée, le financement, un autre défi de taille pour l'industrialisation du continent. Bonne chance. Hello. Alors, bonsoir, chers participants. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons ce soir pour un panel sur le financement de la transformation industrielle en Afrique. Permettez-moi déjà de dire merci aux organisateurs, TABC, M. Anis, qui nous donne l'opportunité de discuter cet après-midi sur cette importante thématique pour l'industrialisation de l'Afrique. Je voudrais déjà, pour commencer, présenter notre panel de cet après-midi, un panel très très garni. Alors, nous avons déjà Mme Sarah Morsi, qui est la représentante résidente de la Société financière internationale pour la Tunisie et la Libye. Merci Madame d'avoir accepté de venir nous rendre visite cet après-midi et de partager avec nous notre expérience. Ensuite, Madame Alice, vice-présidente Capital Mobilisation, je crois que Madame Alice n'est pas encore là. Monsieur Yves Delafont, Monsieur Yves est aussi, excusez-moi, cofondateur et administrateur du groupe Banque pour le commerce et l'industrie pour le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, la BCI.
En même temps aussi, M. Yves représente un réseau Africa Link. Il est le président d'honneur de ce réseau. C'est un réseau des PME. On sera ravis d'en parler avec M. Yves cet après-midi sur ce réseau parce que c'est toujours la problématique du financement de la transformation industrielle. Merci, M. Yves, d'être avec nous cet après-midi. Nous avons M. Mamadou Diouf, qui est le directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, qui va nous entretenir sur tous les aspects liés au financement par les banques secondaires. Merci, M. Mamadou Diouf, d'être avec nous cet après-midi. Et nous avons M. Yazid Safi, directeur de l'AFD pour la Tunisie. Et nous avons été très heureux de voir ce que l'AFD fait déjà en Tunisie ce matin avec le programme Carrefour. Merci, M. Yves, d'être avec nous cet après-midi. Et nous avons M. Emen Zobi, directeur du financement et commerce et des investissements intra-africains à Flexim. Je crois qu'on ne l'a pas, effectivement. Nous avons été prévenus qu'il ne sera pas avec nous. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, M. Fernando Rodriguez aussi, qui devait être avec nous. Voilà, qui est le régional lead de la BAD. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois qu'on vous attendait vraiment cet après-midi selon les discussions qu'on a pu avoir. Merci beaucoup d'être venu. Alors, nous allons commencer par échanger d'abord avec Madame Alice. Alors, excusez-moi, la technologie. OK. Alors, Madame Sarah, s'il vous plaît, est-ce que, en tant que représentante d'une institution majeure du financement du secteur privé dans le monde, pourriez-vous brièvement nous présenter la SFI et surtout nous expliquer le rôle que joue la SFI dans l'accompagnement des projets industriels en Afrique et particulièrement dans la zone d'influence qu'est la Tunisie et la Libye, sachant que vous êtes représentant de la SFI pour la Tunisie et pour la Libye. Je vous remercie. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier le FITA pour cette invitation, mais surtout féliciter le public, parce que c'est le dernier panel de la journée. Vous avez tenu et tiré votre pouvoir de concentration jusqu'ici, donc merci pour votre écoute. Donc l'IFC, Société financière internationale en français, on est membre du groupe Banque mondiale, et on est l'entité qui a à charge de financer l'essor du secteur privé dans les économies émergentes, ce qu'on fait à la fois à travers des financements, en général à long terme, et des activités de conseil. L'objectif, évidemment, et le mandat en tant qu'institution financière de développement, c'est de contribuer à réduire la pauvreté, créer des emplois et s'assurer que les économies soient résilientes face au changement climatique. L'an dernier, ça a été une année record pour l'IFC. On a investi 43 milliards de dollars, tous secteurs confondus, dont plus de 11 milliards de dollars en Afrique, qui est un continent prioritaire pour nous. Et c'est un continent aussi sur lequel on est particulièrement présent parce que j'ai la chance d'avoir 700 collègues qui sont répartis dans 28 pays pour vous servir. Donc pourquoi on s'intéresse à l'industrie à IFC? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si on regarde la dynamique africaine, c'est un secteur qui est appelé à doubler de taille et qui va nécessiter des investissements. Et on pense qu'on a une valeur ajoutée à compléter l'offre des banques commerciales pour suivre et financer ces projets-là. La deuxième raison, et ça c'est intéressant, c'est que le dollar investi dans l'industrie, c'est celui qui génère le plus d'activités et d'emplois, plus que tous les autres secteurs dans lesquels on investit. Et donc c'est une formidable opportunité de création de valeur ajoutée pour les économies africaines. Et le troisième, c'est que la façon dont on perçoit le secteur au prisme de notre mandat, c'est que c'est un secteur qui crée des opportunités d'emploi avec une sécurité d'emploi plus grande qu'ailleurs, des opportunités de passage de l'économie informelle à l'économie formelle et d'autres avantages associés. Et c'est ce qui nous a amené à investir l'an dernier 4,3 milliards de dollars dans ce secteur-là. Il y a des thèmes qu'on pousse à IFC sur lesquels on est particulièrement proactif quand on accompagne les projets. Je vais en citer 3 et je vais vous donner des exemples de projets qu'on finance. Il y a le thème de la décarbonation.
Parce qu'évidemment, on vient historiquement d'une tendance où on a vu les économies asiatiques s'industrialiser à toute vitesse, mais avec aussi des industries assez émissives. Et on pense que là, l'Afrique se situe à un positionnement et un moment dans l'histoire où elle peut s'industrialiser de façon plus vertueuse et plus verte. Et donc, typiquement, l'an dernier, quand on a prêté 45 millions d'euros à CIMAF, donc une société qui est leader de la production de ciment en Afrique de l'Ouest et au Maroc, on a mis en place avec eux une feuille de route pour la décarbonation. Donc ça, c'est une activité de conseil qu'on fait. Et l'usage du financement est destiné à financer le verdissement de l'activité de ciment. On sait tous que c'est un secteur assez émissif. Et donc, il y a notamment des panneaux solaires et des actions d'efficacité énergétique qui sont soutenues grâce à notre intervention. Il y a le sujet de durabilité qui est lié, vous allez me dire, à la décarbonation. Je vais donner un autre exemple. Là, je vous amène en Guinée, où on a prêté 12 millions de dollars à la société Marifala, qui produit des meubles. C'est un peu le Ikea de la Guinée, si on veut faire un raccourci. Et ce qui nous a intéressés dans cette intervention, c'est que Marifala souhaite en fait développer une activité de gestion forestière pour avoir un accès direct à sa matière première. Et nous, on conseille l'entreprise pour que cette gestion-là soit durable et pérenne. On sait que le grand rôle que jouent les forêts dans la séquestration de carbone, et puis les forêts, c'est beau, donc ça mérite d'être préservé. Troisième exemple, et je pense qu'il est complètement pertinent dans le cadre du FITA aujourd'hui, c'est les investissements sud-sud. Donc évidemment, il y a une grande partie de l'industrialisation du continent qui est portée par des nationaux, mais aussi par des flux d'IDE. On sait très bien que les IDE intra-africains sont plutôt faibles en proportion, mais nous, on met particulièrement l'accent dessus. Et typiquement, en 2021, on a financé OneTech Holding, qui est un acteur tunisien de l'industrie automobile. Ils font notamment des câbles et de la mécatronique, et on les a accompagnés dans leur investissement au Maroc. Et on pense que les Tunisiens ont beaucoup de choses à faire, notamment en Afrique de l'Ouest, pas qu'au Maroc, et qu'ils ont tout intérêt à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Je m'arrête là pour cette première réponse. Merci, madame, pour cette première intervention. Et là, vous touchez du doigt effectivement la problématique de la transformation quand vous parlez du financement de CIMAF. CIMAF, qui est une entreprise qui est très bien connue un peu en Afrique. Je viens d'un pays où CIMAF est aussi représenté. Et nous ne pouvons que vous remercier pour ces performances. J'aurais bien voulu passer à M. Amadou, mais je pense que pour garder le fil des financements que je pourrais qualifier de multilatéraux, je souhaite d'abord échanger avec le directeur de l'AFD pour lui demander, en tant qu'organisation bilatérale de développement, plus de 70 ans après les indépendances en Afrique, quel rôle, je suis heureux déjà de voir ce matin l'un des premiers rôles joués par l'AFD, quel rôle joue l'AFD dans le cadre du développement d'un cadre productif pour les économies africaines, quels sont les programmes actuellement mis en œuvre et comment y avoir accès. Monsieur le directeur. Merci, cher Valentin, pour cette question. Je suis, comme chaque année, j'ai envie de dire, particulièrement heureux, honoré d'être présent parmi vous. J'étais là à la première séquence FITA en février 2018, si ma mémoire est bonne. J'étais présent pour cette première année, et puis je suis ravi d'être à cette 7e édition. Et merci aux organisateurs de continuer à m'inviter année après année. Ça veut probablement dire que je ne dis pas trop de bêtises. Je vais essayer de faire pareil aujourd'hui également. Bon, votre question est intéressante, Valentin, à plusieurs titres. D'abord parce que vous me l'avez adressé en mettant en avant le caractère bilatéral de l'Agence française de développement. Et évidemment, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit brillamment Sarah avant moi et ce que diront aussi mes chers collègues de la Banque africaine de développement et de la BIRD, qui sont des multilatéraux, qui ont une autre taille, une autre dimension que celle de l'AFD. Néanmoins, en tant qu'agence ou banque de développement bilatérale, comme j'aime souvent à le rappeler, la plus ancienne au monde, puisque l'AFD a été créée en 1942, avant même que les institutions de Bretton Woods soient créées 2 années plus tard, FMI, Banque mondiale. Donc nous sommes une vieille dame dans ce paysage des banques de développement au niveau international, et notre caractère bilatéral est assez intéressant à plusieurs titres. D'abord,
ça ne vous échappera pas, et je n'y passerai pas beaucoup de temps, le caractère historique de la relation entre la France et le continent africain. Nous sommes la banque de développement de l'État français, et à ce titre, nous nous inscrivons totalement dans la politique de développement et de solidarité internationale qui est portée par nos autorités et notre gouvernement. Et donc, lorsque la France essaye de promouvoir dans un cadre d'un partenariat gagnant-gagnant ou de co-développement, comme on aime le dire en ce moment, la première chose qui nous caractérise, c'est notre côté bilatéral et notre capacité à nous projeter dans la continuité de l'histoire qui lie notre pays et le continent africain. Et cela est intéressant parce qu'il y a évidemment tout ce que la France a déjà comme intérêt sur le continent africain et qu'elle continue d'essayer de développer à travers les échanges commerciaux, à travers la présence de ces entreprises, de ces industries. Et notre ambassadrice, d'ailleurs, le rappelait ce matin lors de son intervention, en Tunisie, il y a aujourd'hui près de 150 000 entreprises portées ou coportées par des Français et des Franco-Tunisiens. Et donc ce caractère d'histoire commune entre la France et le continent est la première chose qui nous caractérise en tant qu'agence bilatérale. Il y a aussi, quand on parle d'histoire, on va souvent ensuite parler de géographie, et la position géographique de la France, juste de l'autre côté de la rive méditerranéenne, qui nous sépare du continent africain, est aussi intéressante. Cela n'aura échappé à personne, tu en parlais rapidement Sarah, c'est la crise Covid et puis un peu plus récemment la guerre de la Russie en Ukraine ont chamboulé en grande partie les économies mondiales et engagé un processus de relocalisation des chaînes de valeur, nearshoring, comme on le dit maintenant. Et dans notre position géographique en tant que France, on peut l'élargir au continent européen, il en va de nos intérêts communs avec ceux du continent de travailler ensemble sur la relocalisation de ces chaînes de valeur. Nous avons appris, nous avons compris à notre détriment que délocaliser nos industries sur le continent asiatique n'était probablement pas la meilleure idée pour sauvegarder nos intérêts et nos économies. Et à ce titre, de nombreux pays africains l'ont compris de manière très rapide et ont mis en place ce qu'il fallait en termes de cadre réglementaire, mais aussi en termes d'investissement pour pouvoir profiter de ce chamboulement mondial et de cette dynamique de nearshoring. Et puis ensuite, peut-être rappeler qu'au titre de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, l'AFD reste une agence très africaine. Plus de 50% de notre activité est engagée en Afrique chaque année. Alors, comment on le fait, Valentin, puisque c'était votre question, comment est-ce que l'Agence française de développement participe au développement de ce cadre productif sur le continent africain? Moi, j'ai envie de citer trois éléments importants, à mon sens. D'abord, rappeler que l'Agence française de développement n'intervient jamais sur un projet autrement que sur une demande formelle de ses partenaires et clients. Et s'agissant de l'AFD, c'est les gouvernements. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est être dans un dialogue partenarial au quotidien. Sarah parlait des 9 bureaux de IFC sur le continent africain. L'AFD, c'est 44 agences sur le continent, une présence historique très ancrée et avec une très grande majorité de collaborateurs, collègues dans nos pays d'intervention qui sont des Africains, qui sont des locaux. Et donc, une dynamique partenariale très importante, une qualité de dialogue qui nous permet ensuite d'être en réponse aux demandes des gouvernements. Mais les gouvernements ne demandent quoi? Les gouvernements, alors c'est parce que depuis ce matin, on parle beaucoup de l'importance évidemment du secteur privé, parce que c'est lui qui va créer ces industries et développer le cadre productif. Néanmoins, il en va du ressort des gouvernements, probablement, ça ne vous a pas échappé, de mettre en place le cadre
réglementaires et les politiques publiques favorables pour développer ce cadre productif. Et c'est là que l'AFD intervient. Dans le dialogue avec nos partenaires, nous sommes en réponse aux demandes d'amélioration des cadres réglementaires. Ce matin, on a signé la cérémonie Rawafel. Très rapidement, Rawafel, comment c'est né? C'est né d'une demande du gouvernement tunisien pour nous demander de travailler sur, mais vraiment en termes de recherche économique pure, sur les modèles d'internationalisation des entreprises sur le continent africain. C'était en 2018. Aujourd'hui, en juin 2024, 6 ans plus tard, ça a donné un objectif et des opérations concrètes, puisque tout à l'heure, nous avons signé ce projet et alloué les fonds aux 6 premières structures qui vont accompagner des entreprises tunisiennes pour s'implanter au Kenya, en RDC, en Mauritanie et au Sénégal, puisque ce sont les 4 pays pilotes choisis par le gouvernement tunisien, et ainsi, dans une dynamique toujours gagnant-gagnant entre la Tunisie et ces 4 pays-là, participer au développement du tissu industriel. Deuxième chose qui me semble déterminante, et on en parlait tout à l'heure avec notre stagiaire de seconde qui est à la table juste là, qui m'a aidé à préparer ce panel. Vous ne pouvez pas développer une industrie et vous ne pouvez pas donner un cadre propice au développement de l'industrie pour des entreprises, pour le secteur privé, si vous ne lui fournissez pas les infrastructures nécessaires. Et donc ça, c'est aussi l'un des rôles principaux de l'AFD. Nous finançons sur l'intégralité du continent africain les infrastructures publiques, les ports, les routes, les voies de chemin de fer, tout ce qui est lié à la logistique, de manière à permettre le développement d'un tissu industriel. Parce que si vous n'avez pas une route qui se termine vers un port, vos industries ne vont pas vouloir se développer dans le pays. Puis troisième chose, peut-être la plus importante, j'ai été un peu trop long probablement, et donc je vais m'arrêter bientôt. Troisième chose la plus importante, c'est le financement. Et là, pendant très longtemps, d'ailleurs, c'est parce qu'on participait à beaucoup de panels et qu'on n'arrivait pas souvent à répondre à toutes ces sollicitations, on a inventé une espèce de parapluie ou une initiative chapeau que nous appelons Choose Africa, qui a été lancée par l'Agence française de développement et ses filiales en 2018. Et nous avons regroupé sous la bannière Choose Africa l'ensemble des financements dédiés au secteur privé sur le continent, avec l'intégralité de nos outils de financement, évidemment les lignes de crédit et les financements en dette, mais aussi les garanties et les investissements en capital. Et sur la première période de Choose Africa 1, 2018-2022, c'est environ 3,5 milliards d'euros qui ont été engagés, 40 000 entreprises bénéficiaires, des centaines de milliers de micro-entreprises. Les micro-entreprises, on est un petit peu plus éloigné de notre sujet d'industrialisation, quoique, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur l'agro-industrialisation du continent africain via des micro-entrepreneurs. Et puis, près de 40 000 entreprises qui ont bénéficié d'assistance technique, puisque là aussi c'est très important, lorsque vous voulez développer vos capacités industrielles, vous avez aussi besoin de développer l'intégralité de votre palette technique, RH, process, technologie, qui va vous permettre ce développement-là. Voilà, je m'excuse, j'ai été un petit peu long, mais je voulais répondre de manière satisfaisante. Merci, M. Yazid. Vous n'avez pas été très long. Au contraire, vous avez donné des éléments extrêmement intéressants pour nos participants sur le rôle que joue l'AFD, même si vous le précisez encore que votre interlocuteur principal reste l'État, mais néanmoins, vous venez de bien nous montrer comment les infrastructures participent de manière assez significative, effectivement, au développement industriel. Merci, M. Yazid. J'aurais bien voulu continuer directement avec, sur la même lancée, avec un autre bailleur multilatéral qu'est la BAD, mais je souhaite revenir un peu à des bailleurs, je dirais, privés, qui, eux, n'ont pas les mêmes préoccupations que Madame et M. Yazid. Alors, je voudrais demander à M. Mamadou Diouf, qui est directeur général d'une banque saoudienne,
qui est une banque privée. Alors, les hommes d'affaires portent régulièrement cette critique lancinante sur le secteur bancaire, à savoir, je cite, les banques ne financent pas le secteur industriel. C'est une critique qui revient assez régulièrement. En quoi la BICIC se distingue-t-elle de cette critique? Pourriez-vous partager avec nous le parcours de la BICIC dans le financement de l'industrialisation de l'Afrique, tout au moins dans votre zone d'activité? Monsieur Dedeu. Merci beaucoup, Valentin, de nous donner la parole. Merci à TABC pour nous avoir associés à cette cérémonie, à ce forum. Nous étions partie prenante de TABC parce que très tôt, nous avons senti l'intérêt d'avoir ce cadre d'échange avec des opérateurs privés. Nous sommes sur le terrain. Vous l'avez dit, les banques, d'une façon générale, essuient beaucoup de critiques sur le fait que le maillon faible, d'une façon générale, du développement des entreprises, c'est le financement. Et je voudrais, en tout cas, pour la BICIC, vous donner un contre-exemple. J'espère que ce que je vais dire va vous rassurer sur le fait qu'il y a quand même des banques actives qui accompagnent les opérateurs économiques, particulièrement pour le financement des investissements. Mais permettez-moi de vous parler très rapidement de notre banque, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, qui est un groupe bancaire installé aujourd'hui dans 14 pays, dont une forte concentration dans les pays de l'UEMOA. Nous sommes dans 7 pays de l'UEMOA. On est également en Afrique centrale, avec le Tchad et la Centrafrique. On est en Gambie, au Ghana, où nous sommes en participation. On est en Libye, en Afrique du Nord, on est en Libye, et au Soudan. On a ouvert des bureaux de liaison au niveau de représentation au niveau de la Tunisie. Et c'est le lieu de saluer également le rôle actif que joue ce bureau de représentation. Ce n'est pas un guichet bancaire, mais c'est un bureau qui interagit beaucoup avec les opérateurs économiques tunisiens et qui fait qu'aujourd'hui, dans notre portefeuille, on retrouve 77 entreprises tunisiennes qui font de la croissance externe dans les pays au sud du Sahara et pour lesquels nous faisons un accompagnement très régulier. Aujourd'hui, on a un encours de l'ordre de 150 millions d'euros en portefeuille pour ces 77 entreprises tunisiennes. Et c'est le rôle actif joué par le bureau de représentation du groupe au niveau de la Tunisie qui a permis de créer cette interrelation entre notre réseau et les opérateurs économiques tunisiens. On a aussi un bureau de représentation au Maroc qui s'installe et en Afrique de l'Est, un bureau de représentation également en cours. Je pense que tout ce dispositif-là permet aujourd'hui à la banque d'être très active dans le financement direct de l'économie. Et contrairement à l'adage répandu que les banques ne financent pas les investissements, pour notre groupe en tout cas, je vais vous donner juste quelques chiffres. On dit que les banquiers aiment les chiffres, mais c'est des chiffres des ordres de grandeur qui vous permettront de voir en quoi on se différencie certainement de ce qui se fait en moyenne. Nous avons 59% de nos financements qui sont en crédit moyen long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que près des 2/3 de nos ressources qu'on utilise pour financer l'économie sont orientés sur des emplois un peu plus longs, donc des crédits moyen long terme, propres à accompagner donc les entreprises, les PME d'une façon générale, pour leurs besoins d'investissement. La thématique aujourd'hui, c'est le financement de l'industrialisation. Et naturellement, quand on est aussi actif pour orienter des ressources vers les PME, des ressources à moyen et long terme, ça veut dire qu'on est très impliqué dans le financement des investissements. La moyenne régionale, pour le cas de l'UEMOA où nous avons cette filiale, c'est de l'ordre de 35%. Donc, ça c'est un premier chiffre, je pense, qui illustre à volonté notre engagement très fort pour le financement des investissements.
Deuxième chiffre qui est aussi révélateur, c'est 85% des ressources collectées auprès de la clientèle sont affectées au financement direct de l'économie, contre une moyenne régionale de 53%. Ça aussi, c'est révélateur de notre engagement très fort pour financer les économies, et ce, distinctement de notre engagement très fort aussi pour soutenir les États. Vous savez, il y a des marchés, les États ont lancé, surtout dans les zones UEMOA et CEMAC, des initiatives pour que les États puissent se financer au niveau des marchés des titres obligataires notamment, et notre groupe fait partie des groupes les plus actifs dans le financement de ces ressources à moyen et long terme aussi, qui appuient beaucoup les États pour leur permettre justement d'avoir des ressources pour les contreparties, parce que les bailleurs, souvent, quand ils interviennent, il y a des contreparties qui sont requises au niveau de nos États, et la banque est très active pour être à côté des États pour soutenir ces initiatives. Autre élément, je pense, qui montre la différence au niveau de la VESIC, c'est que nous sommes très actifs à travers notre réseau pour faire des cofinancements. J'espère que vous nous donnerez l'occasion de revenir sur quelques aspects des contraintes que nous avons, notamment au niveau des politiques monétaires dans nos différentes zones, et qui sont relativement contraignantes pour les banques primaires. Mais en dépit de cela, il y a une adaptation qui se fait par rapport à ces contraintes de politique monétaire, avec les ratios notamment de division des risques, etc., qui font que nous mobilisons nos filiales pour faire des cofinancements en participation silencieuse. Ça veut dire quoi? Un client qui opère au niveau du marché de Côte d'Ivoire, quand il a un besoin que la seule filiale de Côte d'Ivoire ne peut pas satisfaire du fait de ses contraintes de ratio, la Côte d'Ivoire peut mobiliser les autres filiales qui sont autour, particulièrement le premier cercle. Ce sont les filiales qui sont dans la même sphère en termes de régulation, donc l'UEMOA, mobiliser ces filiales-là, mobiliser d'autres, avec l'appui du groupe aussi, qui mobilise des ressources complémentaires pour que le plafond que la réglementation, disons, fixe, puisse être dépassé. Et donc, ça, c'est quelque chose également d'assez remarquable que nous faisons. Nous intervenons dans différents secteurs, particulièrement l'agroalimentaire, pour, en tout cas, ce qui concerne les industries. On est très actifs, notamment dans les parcs agro-industriels. On a le cas du Bénin, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, où on est très, très actifs. Et également dans différents autres secteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, les industries extractives également. Donc, il n'y a pas de limitation par rapport au secteur d'activité. Nous sommes ouverts pour tous ces secteurs d'activité, et il y a eu des réalisations relativement conséquentes que nos différentes filiales ont consenties tout au long de ces dernières années. Pour vous donner un dernier chiffre, en 2023, on a financé environ 12 milliards et demi d'euros pour l'ensemble des filiales confondues. Donc c'est vraiment une contribution directe pour le financement de l'économie. Je vais m'en arrêter là, en espérant qu'on aura l'occasion de revenir sur les aspects de politique monétaire et d'environnement. Merci beaucoup. Monsieur Diouf, c'est assez intéressant d'apprendre, parce que dans le contexte actuel, notamment que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on remarque de moins en moins de vrais ratios d'intermédiation. Là, vous parlez de 85% pour le financement de l'économie. On voit plutôt une sorte d'effet d'éviction où on va plutôt financer les États à travers les titres. Donc, on voit bien les bilans des banques se modifier d'année en année au profit du financement des titres publics, de financer l'économie directe. Et là, vous faites absolument exception par rapport à ce qu'on voit. Et nous, on ne peut que vous remercier par rapport à notre vision qui est de financer l'industrialisation. Si je peux continuer effectivement dans la même lancée, parlant du secteur privé et donc des banques privées, je me permettrai effectivement d'aller vers Yves. Yves, s'il te plaît, est-ce que quand on écoute M. Mamadou Diouf parler
des chiffres comme ceux-là, et notamment de se distinguer notamment par rapport au ratio d'intermédiation. Est-ce que vous pourriez, vous qui êtes aussi un peu, d'une manière ou d'une autre, à la tête d'un grand groupe, d'une certaine façon, et vous qui aussi à la tête d'un réseau de PME, et quand on connaît l'importance des PME pour l'industrialisation, est-ce que vous pourriez nous présenter le programme, donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous, voilà, excusez-moi, j'étais parti sur Richard. Pardon, je me retrouve avec Yves. J'avais plutôt pris la question sur Richard. Ok. Alors, est-ce que nous venons d'écouter dans toutes ces organisations multilatérales et Yves nous expliquer dans les solutions. Est-ce que, concernant le financement de l'industrialisation de l'Afrique, vous pourriez nous expliquer, sous l'angle d'un acteur du secteur bancaire privé, exactement comme l'a fait M. Diouf tout à l'heure, quelle est la valeur ajoutée distinctive qu'une banque internationale comme la BCI apporte à l'accès au financement pour les projets industriels en Afrique? Bien entendu, je souhaiterais que vous incitiez un peu sur le financement des PME et qu'est-ce que la BCI fait concrètement pour booster cette industrialisation à travers les PME. Merci Valentin, je pense que vous seriez encore plus compétent que moi pour parler de ça avec votre passé de banquier. Tout d'abord, bonjour à tous, et je voudrais à la fois remercier le FITA de me permettre d'être là une nouvelle fois et de les féliciter pour cette initiative qui prend extrêmement bien et qui va dans le sens de cette reconnaissance que l'avenir du monde s'écrit sur ce continent et qu'il sera un des prochains moteurs de la croissance mondiale et que cet tropisme vers le sud est essentiel. Alors, financement, on en parle tout le temps, il y a des réunions sans arrêt depuis des décennies, c'est un vrai sujet, mais je crois qu'il faut peut-être rappeler, enfin c'est ma conviction, c'est que le financement n'est pas une décision que l'on prend ex nihilo, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un environnement, d'opportunités. Il y a des sommes gigantesques qui tournent autour du monde. Il y a de l'argent partout. Pourquoi ne se pose-t-il pas à tel ou tel endroit et pourquoi se pose-t-il à certains endroits? C'est un problème de risque et de garantie, de cadre, de gouvernance bien évidemment, d'infrastructure, de formation, etc. Mais c'est une conséquence, donc le travail doit se faire bien en amont. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer, global sur le financement. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas un financement. Il y a des financements. Il y a d'abord le financement, je dirais, global des infrastructures, de l'industrialisation en gros projets, qui dépend là d'acteurs qui ont de très gros moyens, de décisions politiques aussi. Et puis, il y a le financement de l'économie, du réel, du concret, du quotidien. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'émergence durable, de développement durable, sans un tissu profond, varié, diversifié de PME. Et que l'enjeu majeur sur notre continent, et je parle du continent africain, c'est la PME. Voilà, ça c'était les deux premières choses que je voulais évoquer. On pourra redévelopper tout à l'heure sur ce sujet. Ensuite, BCI, la Banque pour le commerce et l'industrie, est née il y a maintenant 25 ans en Mauritanie. C'est un groupe d'origine mauritanienne et il l'est toujours par son actionnariat essentiel. Nous sommes allés ensuite au Mali, en Guinée, au Sénégal, et nous sommes un groupe régional et très régional, puisque c'est vraiment, j'allais dire, vous suivez le fleuve Sénégal et vous avez les implantations de BCI. L'intérêt, c'est la proximité, fluidification des mouvements entre ces quatre pays essentiellement. Notre taille, nous sommes un petit acteur par rapport à mes collègues autour de moi et par rapport à beaucoup de banques. Nous sommes un petit groupe bancaire, un petit acteur qui fonctionne très bien et la décision est rapide. Donc voilà, ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rapidement. Après, que faisons-nous dans le financement de la PME? Ben, on fait au mieux. Et j'allais dire, on ne fait pas assez. Et presque, on ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est triste à dire. Mais pour la PME, il y a ce que j'appelle ce trou dans la raquette entre le love money, cet argent qu'on peut récupérer pour lancer une activité, et puis l'accès à des financements. Si j'ai besoin aujourd'hui de 20 millions d'euros, j'ai 10 interlocuteurs. Je ne dis pas que je vais les trouver, mais j'ai les interlocuteurs. Si j'ai besoin de 100 000 euros,
je n'ai pas d'interlocuteur. Et pourquoi nous, banquiers, et tous les autres acteurs, n'arrivons pas à aller dans ce secteur? C'est un problème de garantie, de risque, d'environnement légal, social, politique, etc. On y va à reculons, parce que le risque est énorme. Donc on pourra évoquer tout à l'heure, je crois que c'est la prochaine étape, c'est quelles seraient les solutions. Je veux dire, c'est que nous souhaitons y rentrer, nous voulons y rentrer. Et beaucoup de petits aujourd'hui en Afrique sont les grands de demain. Et si on est avec eux, c'est là où on aura une clientèle importante pour nous. Et notre objectif est bien évidemment de les avoir. Mais on a beaucoup de mal à rentrer sur ce secteur pour différentes raisons. Voilà, en propos liminaire. Merci. Je crois que tu nous permets, tu nous donnes déjà le fil conducteur de la deuxième partie de notre panel sur quelles pourraient être vraiment les solutions pour aller. Et là, toute la discussion que nous avons eue, toi et moi, tout à l'heure, sur les perspectives sur le financement des PME, on va les partager tout à l'heure avec les participants. Et donc, ça m'amène tout de suite à aller vers Richard, parce que je pense que là, on touche du doigt à peu près ce que Richard va faire en Afrique avec les développements futurs. Dear Richard, thank you to being with us this afternoon. Richard souhaite parler en anglais, on va essayer de l'aider dans ce sens-là, et puis peut-être qu'on pourra résumer éventuellement juste après. We were just talking about SME issue to finance yes. SME in Africa. I know that this is one of your main program, and you want to work in Africa. Please, we know the major role of. Could you tell us about the SME development program for the South and East Mediterranean region in connection with the financing of industrial projects and highlight their success story? If not, what are you going to do in Africa in the next few months and the next few years to make sure that maybe those SME can access to financing to make sure that they can grow and improve their business? Yeah, thank you very much. Well, first of all, I'd like to thank very much TABC for the invitation to this excellent event, and it's been a real pleasure to have many good meetings, and I'm sure a few more still to come. I'll just say a few words about the EBRD. We're a regional development bank, and one way to understand us is that we are strategically public, but we are tactically private. And what does that mean? Well, it means we're owned by 75 governments, and we have, and they have given us certain, public goods that they want us to aim for, things like economic growth and job creation and the green transition. But the guidance also and the mandate of our institution is that to obtain these objectives, we need to develop the private sector in the right way, in the sustainable way. And so this is what we try to do. We work in nearly 40 countries, from North Africa through Central and Eastern Europe, through to Central Asia. And now our shareholders, our 75 shareholders, have decided that we should also begin to work in some sub-Saharan African countries. So from next year, if everything goes according to the institutional process that is envisaged, we would begin to operate in 5 West African countries, which are Côte d'Ivoire, Benin, Senegal, Ghana, and Nigeria, and also in Kenya, in East Africa. And, what will we do there? Well, we lend, as I said, more than 75% to the private sector. We also have some sovereign infrastructure operations, and we have a strong dialogue with the public authorities about the economic reform environment and how this matters to the private sector. We typically provide finance in the range of 5 million to 500 million euros, and this can be for working capital, it can be for trade finance,
It can be debt for capital expenditure in US dollars or euros or in the local currency. We also take equity. And the themes that we try to promote through our investments are, above all, the green transition, economic inclusion, so equality of opportunity, especially for women and youth, and good governance. Economic governance and the quality of that is very important for us. But I want indeed to focus on this question of SMEs and picking up on some of what in particular Yves was saying. You know, this is really important for us, the support to SMEs, because, you know, as we all know, SMEs are the heart of the private sector in any country, and they're also the engines of industrialization, because they contribute in a very important way to innovation and also to value chains. And so I just want to sort of set out the three areas where we focus our support on SMEs, and give a couple of examples from our work here in Tunisia. But I think this is also relevant to how we propose to work in the new countries of sub-Saharan Africa. So the first area is in the area of startups. And in particular tech startups. We have a program called StarVenture, which provides a very all-round package of support with mentoring, with specific business advice that the startups need for their growth, with matching the startups to sources of finance. And we've worked with excellent Tunisian startups like Cumulus, like Be Wireless Solutions, like Enova Robotics. These are really, you know, cutting-edge technology providers that will also contribute to the industry of the future. And we want to develop this program of advisory support to link it much more to the financing possibilities, and we also invest in some VC funds in the region. And I think now we will bring a new product which is we call Catalyst Grants, and this will help to bridge the gap that many startups experience between the seed stage and the stage where they're able to access institutional capital. So this is a very important area for us, the early stage space. Another very important stage for us is bigger companies. So medium-sized companies, mid-caps, sometimes they're called champions. And here, you know, what we like to do is to provide them with very specific international expertise from industry experts that can really answer to the very specific needs that these companies have. And we have an enormous database of industrial experts from Europe and North America and across all the countries where we work. And then we like to provide financing. And we like, if possible, to provide it ourselves directly. And we do have a product which we've deployed fairly extensively in Tunisia, the risk-sharing facility where we lend in combination with a local bank, and here it's Attijari Bank, and then we're able to provide financing directly as EBRD. We also, of course, work through local financial institutions. And when we've not been so successful in Tunisia with that, but we have very strong examples in Morocco and Egypt, working with programs that we have for youth in business, women in business, skills in business, green energy transition, and so forth. And so maybe let me just finish this segment by mentioning three of the clients that we work with in Tunisia, in this mid-cap space that I mentioned just now. One is Teriac, which is now a very prominent pharmaceutical manufacturer, and we provided international advice for them on the development of their products, on product feasibility, on quality management, and we provided loans for them for their production expansion. They now have production facilities in Tunisia and in Cameroon,
and in Côte d'Ivoire as well. So that's been a very successful growing company. Then we have L'Andor, which is a cheese company, which is based here, but also in Morocco. We provided them with advice with their branding, and we also provided finance to develop their facility and their equipment. And then finally, I would mention Meubles Intérieurs, which produces office furniture. It has showrooms here in Tunis, but also in Abidjan. And we provided them with advice to improve their e-commerce position and their export strategy as they export to France. So these are just 3 examples. There are many more stories like this, and SMEs are, as I said, the engine of the private sector and of industrialization. Thank you so much, Richard. Maybe I would just, for a few words, try to summarize what you just said for maybe people who are French-speaking background. Richard vient de nous expliquer, juste vraiment résumer en quelques mots ce qu'il vient de nous dire en anglais, que la BERD, la Banque européenne de développement, est une banque publique, mais il a utilisé un terme que j'ai apprécié. C'est une banque publique, mais tactiquement fonctionne comme une banque privée. Et donc, ils sont très engagés sur le financement des PME, qui est vraiment un focus point pour eux. Ils financent à la fois la dette et le capital, donc ils sont sur les 2 pans, à la fois la dette et le capital. Donc, pour les participants qui sont là, ça peut être très intéressant de se rapprocher de la BERD. Après, ils ont des axes, le green economy, c'est-à-dire l'économie durable, et ensuite l'inclusion financière, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur la BERD. Et ils ont aussi maintenant un vrai axe aussi qui est très important, c'est le financement des champions nationaux. Ils essaient de faire grandir des champions nationaux dans les pays où ils sont déjà installés. Richard terminait par des exemples concrets de PME en Tunisie qu'ils ont financés et qui marchent très bien. Et tout au début de sa prise de parole, il nous a expliqué que la BERD était en train de regarder maintenant du côté de l'Afrique subsaharienne aussi, et notamment sur 5 pays d'Afrique subsaharienne, où d'ici l'année prochaine, ils vont lancer des programmes pour le financement des entreprises dans ces pays-là. J'espère que j'ai plus ou moins résumé, Richard. Si j'ai écorché, si j'ai oublié quelques éléments importants, je te prie tout à l'heure, lors de la prise de parole, de revenir dessus. Thank you, Richard. On va sortir sur cette première lancée avec Fernando. Là, on vient d'écouter depuis le début, d'une part, effectivement, l'AFC, l'AFD, on voit bien, c'est des financements d'un certain ordre, c'est des financements multilatéraux. Et là, on vient d'écouter aussi maintenant tout ce qui est un peu plus... Même si Richard dit qu'il est tactiquement privé, même s'il est public. Donc, alors, si on vient du côté de la BAD, est-ce que nous savons que la BAD vient de lancer le guichet des financements. Et ça, je suis heureux parce que tu m'as repris là-dessus, en me rappelant que ce guichet du financement privé est un guichet qui existait déjà. Donc, je me permets effectivement de présenter mes excuses pour ce lapsus dans le document. Alors, par rapport à ce guichet, comment la BAD se positionne-t-elle pour recouvrir, pour répondre aux défis de la transformation industrielle en Afrique? Pourriez-vous nous citer quelques projets industriels stratégiques en Afrique dans le domaine de l'industrialisation de l'Afrique? Et surtout, bien entendu, une des critiques, je m'en vais faire la porte-voix de beaucoup de gens ici, le ticket d'entrée. C'est souvent une critique qui est très souvent, et même j'aurais pu peut-être en parler pour Mme Sarah tout à l'heure sur le ticket d'entrée. C'est parfois une critique qu'on aime bien vous adresser. Est-ce que la BAD pourrait, j'espère que vous allez nous annoncer que la BAD a peut-être revu son ticket d'entrée à la baisse pour pouvoir effectivement satisfaire tous ces participants. Merci Fernando. À la parole. Merci Valentin. Bonjour à tous et merci également aux organisateurs du FITA de me donner l'occasion de m'exprimer au nom de la Banque africaine de développement dans ce panel et plus spécifiquement d'indiquer comment la Banque africaine de développement intervient en soutien et au développement de l'industrie sur le continent. Donc,
Comme certains des confrères, donc, la Banque africaine de développement est bien sûr une institution multilatérale de développement, avec une spécificité qui est qu'elle intervient exclusivement pour le continent africain et sur le continent africain. Donc ça, c'est la spécificité de la banque. Et elle le fait depuis de nombreuses années et décennies, suivant deux guichets. Un guichet public, souverain, en soutien aux États, et un guichet non souverain, en soutien aux projets et aux promoteurs de projets donc, privés, et de projets ou d'opérateurs, on va dire d'entreprises publiques, dès lors qu'elles sont autonomes financièrement et qu'elles ne nécessitent pas de garantie souveraine. Alors l'avantage pour la Banque africaine d'intervenir avec ces deux guichets, privés et publics, c'est qu'on va intervenir à la fois sur la préparation et le dialogue des cadres réglementaires avec les autorités et les institutions publiques, de façon à mettre en place toutes les prérequis qui sont nécessaires à l'élaboration de projets industriels qui pourront ensuite être viables économiquement sur le continent. Donc, on intervient à la fois donc, côté public sur l'amélioration du climat des affaires. On va le faire par divers angles. Notamment, on va essayer de cibler des réformes sectorielles dans des secteurs à forte croissance. Donc, on va essayer de prioriser vraiment les secteurs à forte croissance. On va soutenir l'industrialisation à travers l'élaboration de politiques industrielles, de pôles de croissance, mais on va également soutenir des zones économiques spéciales et mettre en place des cadres pour des zones industrielles. Donc, tout ça se fait avec de la communication, du dialogue avec les autorités, avec les organismes publics. Et on va également se concentrer et déployer de gros efforts sur tout ce qui est le cadre réglementaire et institutionnel pour les partenariats publics-privés. Donc ça, c'est un autre volet qui est important. On intervient dans le cadre de mise en place de programmes d'assistance technique notamment. On a travaillé beaucoup avec les unités de PPP sur différents pays du continent. Et c'est important que le cadre institutionnel et réglementaire soit favorable à la mise en place des PPP. Et on reviendra peut-être sur ce point. C'est ce qui va favoriser la poursuite et la mise en place de projets d'infrastructures, notamment, qui sont des prérequis, là aussi, pour pouvoir mettre en place des projets d'infrastructure. Donc, lorsqu'on va intervenir, on va essayer de faire converger donc, les opérations souveraines et non souveraines. Et une fois qu'on a travaillé sur le cadre et le climat des affaires, on va essayer de travailler sur tout ce qui est accès aux infrastructures. Donc sans les infrastructures, il n'y a pas de projet industriel viable. Et donc il est important de travailler sur des infrastructures intégrées au niveau régional et de soutenir le commerce transfrontalier. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus, notamment sur la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un aspect fondamental pour l'industrialisation de l'Afrique. Et on va soutenir également des infrastructures très spécifiques. Donc là, un petit peu comme l'ont évoqué les collègues, les zones économiques spéciales, des zones industrielles, des pôles de croissance. Et enfin, on va soutenir tout ce qui est infrastructure à large bande, donc pour favoriser tout ce qui est innovation. L'innovation est la quatrième révolution industrielle. Une fois que les bases sont posées, à la fois sur les cadres réglementaires et institutionnels, les infrastructures, à ce moment-là, on va venir financer des projets d'envergure au niveau industriel, et on le fait à travers différents instruments de financement qui sont à disposition de la banque. Je vais pas m'attarder énormément puisque mes collègues les ont déjà évoqués, mais pour être très rapide, on intervient beaucoup sous forme de dette, et lorsqu'on vient avec de la dette, c'est pour financer des projets en étant additionnels à ce que peuvent faire les banques privées.
Et donc, on va essayer d'être complémentaires. L'objectif n'est pas de venir en compétition, mais en complémentarité de ce qui est apporté par les banques commerciales locales, avec donner de la flexibilité, avec des maturités peut-être qui vont être plus longues. On va apporter des financements en devises en règle générale. On va financer des entreprises qui ont vocation à se développer, que ce soit sur un marché local, mais beaucoup, le but, c'est de développer des champions africains. Donc, on a des champions locaux. On va essayer de les aider pour qu'ils deviennent des champions régionaux en termes industriels. Donc, c'est de la dette, c'est du financement de projets également, Greenfield. Donc là, c'est avec un recours limité généralement sur les promoteurs. Et puis, on va intervenir également avec des garanties. Donc, des garanties qu'on va octroyer précisément aux banques commerciales. Lorsqu'elles, peut-être, elles n'ont pas un appétit particulier pour appuyer un projet dans un secteur industriel spécifique ou avec un promoteur peut-être qui n'est pas connu. Donc on va venir en couverture de risque et la banque commerciale peut faire la liquidité et le fronting. Donc c'est une complémentarité aussi qu'on va apporter. De façon indirecte, et pour répondre à la question que tu soulevais, Valentin, sur les tailles de tickets, ces financements qu'on apporte sous forme de dette et de garantie sont effectivement des financements pour des projets, on va dire, de grande envergure. Donc en général, c'est des projets qui vont commencer autour de 10 millions d'euros ou dollars. Ça peut paraître élevé dans certains cas, pour certains pays, pour certains projets. Mais on peut intervenir et on intervient aussi pour le financement de la PME. Alors bien entendu, on va intervenir de façon indirecte. Et là encore, c'est avec nos partenaires qui sont les banques commerciales, à travers la mise en place de lignes de crédit, qui peuvent être des lignes de crédit thématiques pour financer l'industrie spécifiquement, et pour financer donc, le développement de chaînes des valeurs industrielles. Finalement, on intervient aussi à travers des investissements en fonds propres. Donc, la Banque africaine est l'un des plus grands fonds de fonds sur le continent. On est investisseur dans plus de 40 fonds sur le continent. Et là aussi, l'objectif, c'est d'appuyer le tissu des PME. Donc, en misant et en appuyant des équipes de gestion qui connaissent bien le tissu industriel africain, qui sont là pour avoir une approche qu'on appelle hands-on, donc vraiment à l'appui des opérateurs privés et pour les accompagner dans le développement. Maintenant, pour citer 2-3 projets industriels qui ont été financés en tout cas par la Banque africaine de développement, je peux citer récemment en tout cas un projet au Soudan avec le groupe DAL, qui est un gros opérateur agro-industriel. L'objectif, on a mis en place un prêt multidevises qui avait pour vocation d'aider le groupe à s'étendre régionalement sur des marchés qui ont généralement difficile à être desservis. Donc ça, c'est un exemple. Je peux prendre aussi l'exemple d'un client important au Maroc dans tout ce qui est fertilisant, donc le groupe OCP, entité publique, mais sur lequel on intervient sur le guichet non souverain. Donc un opérateur industriel important qu'on a appuyé à travers des financements long terme pour le développement de capacités de production. Puis on est passé à une autre échelle en appuyant le développement de sa plateforme logistique, Adjor Flasfa. Le but de cette plateforme, c'était bien entendu de pouvoir appuyer le commerce avec notamment le continent africain. Et plus récemment, l'année dernière, on a financé, donc on est allé un pas au-delà de l'aspect purement industriel en finançant des unités de dessalement d'eau de mer. L'objectif étant de rendre le groupe autonome en termes de consommation en eau dans un pays qui en manque cruellement. Et donc là encore, c'est la complémentarité et puis d'essayer d'intervenir pour la décarbonisation de l'industrie, qui est un point fondamental. Et c'est là-dessus qu'on voit également venir de nombreux projets, que ce soit dans l'hydrogène vert,
pour l'industrie automobile, tout ce qui est électrique, les aciéries notamment. Il faut décarboner. Et donc c'est là-dessus aussi qu'on voit de nombreux projets fleurir et sur lesquels on va apporter une attention toute particulière. Merci Fernando. Comme on a terminé cette première partie par toi, je voudrais remarquer que de manière transversale, la durabilité devient un axe principal pour la plupart des bailleurs. Et donc, tout ce qui est climat devient aujourd'hui des aspects très importants pour le financement. Tout à l'heure, M. Richard parlait de l'inclusion. Et quand tu parlais de l'infrastructure, notamment des PPP, comme mode de financement, et ça nous projette sur la deuxième partie de ce panel. Notamment, j'ai envie de dire là, quand on vous écoute tous, il y a des solutions, et on a l'impression que c'est des solutions qui peuvent être éparses. Est-ce qu'aujourd'hui, et là je vais commencer par Mme Sarah, est-ce que vous avez le sentiment que on peut aujourd'hui, et notamment à travers la SFI, mettre en place des programmes transversaux qui pourraient donc à la fois permettre peut-être à M. Mamadou qui est sur le terrain de faire du business, de financer, qu'à travers la BAD avec des garanties. Est-ce que vous imaginez que la SFI puisse avoir des programmes plus transversaux avec l'ensemble des acteurs pour mieux adresser cette problématique de l'industrialisation? Je vous en prie. Merci Valentin. Je pense que vous lisez dans mes pensées parce que j'étais en train de dire comment on a dit beaucoup de choses déjà effectivement et je me disais qu'est-ce qu'on va dire de plus. Et je pense qu'on va dire que souvent on présente la SFI comme le plus grand bailleur de fonds multilatéral et c'est peut-être vrai par les chiffres, mais on le dit avec beaucoup d'humilité parce qu'on a conscience qu'on n'est pas à la hauteur des défis du continent et qu'il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir apporter des réponses constructives. Et donc, clairement, et on l'a discuté amplement lors de nos réunions de printemps à Washington, on a un très fort agenda de mobilisation. Et quand on dit mobilisation, on parle de mobilisation de coprêteurs. Il y a des coprêteurs qu'on connaît très bien qui sont assis ici et dans la salle. Mais on parle aussi des banques commerciales privées et des investisseurs privés qu'on veut attirer davantage sur le continent. Donc ça va être un fil directeur, je pense, très puissant, pas que pour la SFI, pour le groupe de la Banque mondiale, parce qu'on a aussi MIGA qui apporte des garanties. Maintenant, on n'a pas encore conçu le programme parfait pour l'industrialisation du continent, mais j'ai vraiment confiance qu'ensemble, on peut y arriver. Si vous permettez, Valentin, je voulais apporter quelques compléments sur ce que la SFI apporte comme solution. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Yves sur l'importance de l'amont et sur le fait que le financement est en fait une conséquence. Et c'est ce qui nous amène à produire et à partager notre savoir. Et notamment, par exemple, si vous tapez dans Google diagnostic secteur privé, choisissez un pays, vous allez trouver des rapports qui sont en général très intéressants et qui mettent en lumière des opportunités d'investissement. Il y en a un, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, qui parle du potentiel de transformation de la mangue et de la noix de cajou. Donc voilà, les investisseurs qui s'intéressent à un pays donné vont trouver des éléments de réponse et des opportunités d'investissement dans ces rapports. Il y a une industrie qu'on n'a pas évoquée, qui est l'industrie culturelle et créative, qui, à l'échelle du continent, en tout cas selon notre analyse, peut créer 20 millions d'emplois. Si on regarde le cinéma et l'audiovisuel, 20 millions d'emplois et 20 milliards de dollars de recettes annuelles. Et donc c'est notre rôle, en fait, de partager ces opportunités à l'ensemble des investisseurs et des parties prenantes. Il y a un deuxième niveau d'intervention qui est le niveau avec le gouvernement, le dialogue de politique publique qu'on peut avoir. Donc Fernando, tu as déjà parlé du climat des affaires sur lequel on intervient également. Il y a quelque chose qu'on veut développer encore davantage à la SFI, c'est notre partenariat avec les agences de promotion de l'investissement. On a de très beaux exemples à faire valoir à l'échelle du continent, et notamment un en Tunisie, où on a travaillé avec la FIPA, donc l'une des agences tunisiennes, sur ce qu'on appelle l'aftercare, parce que c'est quelque chose d'attirer de nouveaux investisseurs, mais c'est aussi bien de fidéliser ceux qui sont présents et de leur donner envie de faire davantage. On a eu de très beaux résultats, notamment dans le secteur automobile, grâce à cet appui.
Et après, je vais faire une petite métaphore filée sur le secteur de la pharmaceutique. Je trouve que je l'aime bien. Quand on est industriel dans la pharmaceutique en Afrique, l'un des obstacles auxquels on fait face, j'ai envie de parler de deux, c'est le fait qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc 42% des médicaments qui circulent sur le continent sont contrefaits, c'est un problème. Et on travaille avec les régulateurs pour limiter justement cette production-là. Et il y a aussi le fait que la clientèle n'est malheureusement pas toujours solvable. Il y a des soins qui sont coûteux. Et c'est là où on a la chance d'appartenir au groupe de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale travaille dans de nombreux pays du continent sur la mise en place de systèmes de protection sociale, et notamment d'assurance santé, qui solvabilisent les patients. Et donc créent de l'espace pour une industrie manufacturière ici. Et c'est qu'après, en fait, ces deux phases-là, qu'on est en capacité de descendre au niveau du projet. On est en capacité d'accompagner les projets en amont. Et donc, on a travaillé sur l'industrie pharmaceutique à établir des liens et des partenariats entre des acteurs internationaux comme Sanofi, Pfizer, pour qu'ils transfèrent leur savoir-faire et leurs compétences, notamment, par exemple, à Biovac, notre client en Afrique du Sud. Et enfin, c'est vraiment la dernière étape, c'est le financement. Voilà, on a financé Biovac pour qu'il soit en capacité d'accroître le nombre de doses de vaccins qu'ils produisent annuellement, de 150 millions de doses à, on l'espère, 560 millions dans un futur proche. Voilà. Merci beaucoup. Et votre prise de parole indique bien effectivement qu'il y a pas mal de synergies qu'on peut construire avec l'ensemble des acteurs du financement et bien entendu non seulement les acteurs du financement mais tout ce qui est coût de transaction, la formation, le mentoring que notamment par exemple les banques commerciales ne pourraient pas prendre en compte parce que c'est pas leur métier et donc ce n'est que des institutions comme les vôtres qui pourraient bien entendu les prendre en compte. Et ce n'est que des institutions comme les vôtres. Quand vous parlez du 42% de médicaments contrefaits dans le continent, ça montre bien qu'il n'y a que des institutions comme les vôtres qui pourraient éventuellement apporter des solutions tout au fond de départ. Je voudrais rentrer chez M. Mamadou pour... là, vous avez écouté à peu près les bailleurs de fonds multilatéraux, les bailleurs de fonds bilatéraux. Est-ce que vous vous dites, chiche, il faut que j'aille vers eux et que ensemble, on réfléchisse sur vraiment comment tacler cette problématique, d'une part. Là, c'est vraiment d'aller les mettre au pied du mur en disant... Il y a des solutions, on peut réfléchir ensemble et on peut apporter des solutions directes. Et de l'autre côté, de vous dire, peut-être qu'on a aussi pris entre le marteau et l'enclume du côté de la politique monétaire, où nous avons des ratios prudentiels qui sont parfois assez contraignants. Est-ce que même si j'allais vers eux, est-ce que je pourrais vraiment faire le métier du financement de l'économie? Monsieur Mamadou, comment vous regardez ces deux aspects aujourd'hui par rapport à votre métier? Merci Valentin pour cette question qui nous donne peut-être l'occasion de revenir sur à la fois les solutions et les contraintes. Je pense pour commencer par les contraintes par rapport à la thématique, quand on est en train de parler du financement de l'industrialisation, donc on parle d'investissement. La délicatesse pour le banquier de terrain, c'est que quand vous financez des cycles courts, c'est toujours plus commode. Vous avez des stocks, vous avez la contrepartie de votre financement, vous avez la latitude ou la faculté de suivre ça de façon plus aisée. Vous financez des stocks, vous ouvrez des lettres de crédit, la marchandise vient, elle est livrée, vous êtes payé, vous avez en permanence la possibilité de faire le lien entre les flux physiques de votre financement et les flux financiers. Donc c'est beaucoup plus commode pour le banquier. Quand vous parlez d'investissement, vous parlez de financement à moyen et long terme, c'est un peu plus compliqué. Vous financez des actifs, des équipements, du matériel de transport, du matériel de production. Et vous devez être remboursé à partir de produits qui seront issus de l'exploitation de stocks de matières premières valorisés à travers ces équipements. C'est un peu plus compliqué, les cycles sont un peu plus longs.
vous avez besoin de ressources beaucoup plus adaptées, beaucoup plus longues pour pouvoir faire ce type de financement. Et derrière, non seulement ces ressources-là peuvent faire défaut par rapport à leur disponibilité dans le marché, nous sommes dans des environnements où la mobilisation de l'épargne est rendue difficile par plusieurs facteurs de disponibilité, une propension à consommer beaucoup plus importante parce qu'il y a moins de disponibilité de revenus, autant de contraintes qui font que la mobilisation de l'épargne locale peut être difficile. Et une solution, bien entendu, c'est avec les partenaires avec lesquels nous travaillons pour mettre à disposition des ressources plus adaptées pour financer l'investissement. Le risque également, ce qui vient d'être dit est également révélateur, et ça se vérifie sur le terrain. On a, avec ces institutions multilatérales, des conventions qui nous permettent de partager des risques et donc d'avoir beaucoup moins de contraintes s'il s'agit de nouveaux secteurs, s'il s'agit de start-up. Je parlais tout à l'heure du pôle agro-industriel du Bénin, où on a des dispositifs comme ça qui sont mis en place, qui permettent à un ensemble d'acteurs d'interagir pour trouver les équilibres permettant à chaque acteur de pouvoir jouer son rôle avec un environnement de risque relativement supportable. Donc il y a des solutions qui existent de ce côté-là, au niveau des bailleurs multilatéraux, avec les ressources, avec également les garanties. Mais après, on est sur la chaîne de contraintes. Vous avez des ressources disponibles, certainement. Vous avez un schéma de partage de risques qui peut vous conforter. Mais après, il y a le banquier central qui est là. Le banquier central qui est préoccupé par la maîtrise de l'inflation. Il a peut-être raison. Il a sûrement raison. Parce que l'inflation est un gros problème aussi qui a derrière qui est un enjeu de stabilité sociale, quelquefois, qui fait que on le comprend bien, on est sous la contrainte, mais on comprend bien que le banquier central privilégie ce facteur-là comme étant déterminant dans sa politique monétaire. Bon, après, c'est des contraintes pour le banquier primaire, parce qu'on vous dira juste quelques exemples. Il faut qu'une partie de vos ressources, vous les mobilisiez sous forme de réserve obligatoire. Ça permet à la Banque centrale de contrôler la liquidité disponible, donc d'avoir beaucoup moins de facteurs générateurs d'inflation, pour parler simple. Vous avez des contraintes également pour la maîtrise du crédit à l'économie d'une façon générale, parce que ça aussi c'est un facteur qui est déterminant dans la disponibilité de liquidité, donc un facteur pouvant influer sur l'inflation. Et ça, après, on vous dira, les critères, il faut les aligner aux normes internationales. Ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, nos économies doivent être alignées sur cette normalisation internationale avec tout ce que cela comporte comme facteur bloquant, les normes bâloises dont on entend souvent parler, BAL 2, BAL 3. Alors, pour le grand public, quand on parle de BAL 2, BAL 3, c'est peut-être des mots qui n'ont pas trop de sens, mais dans la profondeur, dans le quotidien du banquier, ça pèse beaucoup. On vous dit, vous ne pouvez pas financer une entreprise à plus de 25% de vos fonds propres, par exemple. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, au niveau d'une banque comme BESIC, on a un réseau de 7 filiales UEMOA, on peut mobiliser les autres filiales. On a également une société de gestion et d'intermédiation, GI Capital, qui peut mobiliser des ressources. Mais l'un dans l'autre, en 5 ans, on est passé d'une assiette de 75% des fonds propres à 25%. Et ça, c'est la normalisation bâloise, très très contraignant. On n'a pas d'autre choix que de s'y adapter. On vous dit, il y a la contrainte du ratio de levier. Vous ne pouvez pas, vous devez avoir en permanence un niveau supérieur à 3%, le rapport entre vos actifs
et vos financements, vous ne pouvez pas dépasser un rapport de 3%, ça aussi c'est une grosse contrainte. Bon, pour une banque européenne, non. Pour une banque dans nos zones, c'est sûr que c'est une grosse contrainte. On vous dit les ratios de solvabilité, je passe dessus, je ne vais pas trop vous ennuyer pour ça, mais l'un dans l'autre, vous avez aujourd'hui une exigence de normalisation internationale qui fonde la politique monétaire, une exigence également de maîtrise de l'inflation qui est un enjeu de stabilité sociale qui fait que les banques primaires sont sous contrainte. Et si ces banques commerciales sont sous contrainte, les bailleurs de fonds, en dépit de leur bonne volonté, de leur dispositif, de la disponibilité de ressources-là, ne peuvent pas avoir accès directement sans passer par ce maillon des banques commerciales. Mais derrière, les banques commerciales, pour drainer ces flux-là vers les opérateurs économiques, ont également ces contraintes réglementaires qui font qu'elles ne peuvent pas mobiliser en tout cas le maximum qui est disponible pour ramener ça au niveau des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques qui eux-mêmes ne peuvent compter souvent que sur leurs propres ressources, les fonds propres ou les banques primaires pour investir, pour supporter leurs besoins d'investissement, parce que derrière, en Europe, ailleurs, on peut avoir un marché secondaire, ici, on ne l'a pas. Donc, ça fait un faisceau de contraintes sur lesquelles les banques commerciales sont confrontés. Bon, mais c'est des défis. Je pense que dans le cadre de la synergie, de la bonne collaboration entre ces institutions multilatérales et les banques commerciales, on va avancer progressivement en mettant en place des produits innovants, parce que là aussi, c'est un autre domaine où il y a des initiatives qui sont prises et qui peuvent être source, en tout cas, de progrès pour le futur. En Suisse, du fait qu'au niveau de la gouvernance également des politiques publiques, je pense qu'il y a des améliorations qui sont réclamées par les acteurs et je pense qu'ils sont en train d'être prises en charge pour que l'environnement des affaires d'une façon générale puisse être beaucoup plus commode pour tous les acteurs. Merci, M. le Directeur Général. Juste effectivement, parce que le propos qui est tenu montre bien les difficultés que vous aussi vous avez pour pouvoir faire du financement et que parfois les clients ne comprennent pas certains non à un dossier, alors que c'est dû peut-être à vos propres contraintes. Notamment, on sait que nos banques commerciales n'ont pas des fonds propres très souvent assez suffisants pour aller jusqu'à... Et donc, la problématique de la complémentarité entre tous les acteurs qui sont sur le panel pour que demain ou après-demain, les participants puissent effectivement avoir accès à des financements auprès des banques commerciales. Et je vais me retourner vers Richard. I know that you just have what all others was 10 minutes. Okay, so we just have maybe 10 minutes to finish. How BERD can help in terms of coming with all those actors, yes, and make sure that we can address this particular issue with financing industrialization in Africa. I mean, it's not just say, okay, me as BERD, I'm doing this, but see how we can put together all those actors and address this issue. How do you think about that? Okay, well, I'll be very brief, quite brief. I think we need to think about what are the public sector mechanisms that we have to support the private sector ecosystem. We had a very nice event this morning with TABC where we presented a study about the SME ecosystem in Côte d'Ivoire. And clearly that is an example of a country that has a very deliberate and strategic approach to private sector development. They have a national development plan since 2010. They have a number of agencies. They passed the Startup Act last year. By the way, they've doubled their per capita income in the last 12 years. And so we need to build on these best practices and make sure that they're shared. I think we also need to look at how the financial support mechanisms from the public sector are designed, and that comes from national support mechanisms, but also the support mechanisms that we, the international community,
bring. And there are some good examples. We work under the umbrella of the EU. We work with France and with the IFC in the Alliance for Entrepreneurship. In Africa, we also are working with the AFDB on hidden champions. And so we need to work together and be smart about how we can, develop the private sector ecosystem, both the financing support, so in other words, supporting banks so that they can lend with first loss risk coverage, with portfolio risk sharing, with technical assistance, but also with the pipeline of deals that come to the banks so that the SMEs have the quality, have the financial statements, have the proper strategic planning, and for that we need to develop professional services, private sector professional services, local consultancy, sector strategic consultants and accelerators for the early stage space. I did visit, it's also about culture, by the way. I did visit one country where the international donors, were so successful in providing free advice themselves to the SMEs that there was absolutely no private sector provision, so no sustainable private sector ecosystem for providing professional services to SMEs. So we must avoid that and we must develop that sector. Juste pour résumer ce que Richard vient de dire, et ça c'est extrêmement important dans la plupart de nos économies en Afrique, c'est l'écosystème. On peut avoir des PME qui fonctionnent très bien, qui connaissent bien leur métier, mais très souvent en termes d'organisation, en termes d'information, on est très limité. Et la BERD voudrait effectivement venir un peu travailler sur cet écosystème et donc pouvoir éventuellement à travers peut-être des réseaux de consultants, en plus du financement, à assister nos entreprises à pouvoir construire cet écosystème d'information, parce qu'effectivement sans information il est difficile de faire du crédit. Pour sortir, je me permettrai, Yves, vraiment, il y a quand même... Essayez d'être bref. Voilà, il y a une discussion que nous avons eue. J'aurais de la peine à partir sans qu'on partage cette discussion avec le Monsieur le public. modérateur, vous êtes en train de déraper. On a juste une minute, si vous permettez, pour que Yves conclue. Alors Yves, est-ce que tu pourrais partager cette expérience de crédit de groupe avec le public, et peut-être que demain, ça pourrait être une des solutions pour le financement de l'industrialisation? Alors d'abord, je voudrais relever ce que ma voisine a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas à la hauteur des besoins. Et c'est la Société financière internationale qui parle. Donc il y a créé une nouvelle dynamique. En tant que banquier, nous travaillons avec l'AFD par l'intermédiaire de la Proparco, avec la BAD et avec beaucoup d'autres. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un banquier, j'ai déjà dit, mais n'est pas votre ami. Il prête, si vous êtes riche, vous avez des garanties. Il faut le dire. Et que c'est un commerçant. Alors, deux idées que je voudrais lancer. La première, je reste sur le niveau des PME. La première, c'est qu'il y a un champ extraordinaire de développement dans le partenariat entre les entreprises du Nord et les entreprises du Sud. Le savoir-faire, le marché, ils connaissent parfaitement ça. Le Nord a de l'argent. C'est ce qui manque essentiellement. Nos PME européennes ont de l'argent. Elles ont aussi de la rigueur, de l'organisation et un peu de réseau, mais ça, c'est indispensable. Et ça, c'est à un niveau qui n'a besoin de personne. Et le deuxième point, c'est le problème des garanties. On ne développera pas, on ne financera pas s'il n'y a pas de garantie. Et là, je parle en tant que banquier ou en tant que chef d'entreprise. S'il n'y a pas de garantie en face, nous ne finançons pas. C'est clair, il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, comment développer ces garanties? Il en existe quelques-unes, insuffisantes très certainement, il faut les développer, et probablement avec les grandes institutions internationales. Merci Yves pour cette dernière intervention. Je voudrais me tourner déjà vers le public et vous remercier pour votre aimable attention. Nous espérons que ce soir nous avons apporté quelques pistes de solutions ou quelques indications, et les acteurs, les personnalités sont là. Peut-être que vous pourriez tout à l'heure reparler un peu en aparté avec certains d'entre eux. Et je me tourne donc vers le panel pour vous remercier. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Beaucoup d'entre vous venez de très loin. Et vraiment, pour ce grand public, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait cet après-midi. Merci beaucoup. Bravo, excellent panel, je vous félicite. Vraiment, c'était magnifique. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt.
beaucoup de challenges qui nous attendent. Et bon, il y a des débuts de réponses par rapport à beaucoup de challenges qui ont été soulevés. On termine ainsi la première journée de FITA. Rendez-vous demain matin à 9h du matin dans les 4 salles. Il y aura, comme vous le voyez dans votre programme, plusieurs sujets qui vont être traités. Dans cette salle, il y aura les compétences techniques nécessaires pour développer l'Afrique et l'industrialisation en Afrique. Merci beaucoup, bonne nuit et à demain.